Fabrice Papillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique, vous nous aviez habitués à des essais, mais là vous venez nous parler de votre premier roman qui est publié chez Belfond, qui s'appelle Le Dernier Hiver. Alors c'est vraiment un thriller qui est bourré de références scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch le plus simple possible, parce qu'il n'est pas simple à faire? Oui, parce que c'est un mélange, on va dire, d'une approche historique, scientifique, un peu de philo aussi, mais c'est un thriller avant tout. Ouais. Donc ce sont des enquêteurs qui sont confrontés à des meurtres très particuliers. Mais la spécificité de ce livre, c'est qu'on traverse toute l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et qu'on voit qu'un grand secret va traverser cette histoire à travers un livre qui est nourri au fur et à mesure du temps par des mains parfois très célèbres comme Léonard de Vinci, Newton ou Voltaire. Et c'est surtout un hommage à des figures féminines. La première d'entre elles, c'est Hypatie d'Alexandrie. On est en 415 après Jésus-Christ. Elle est massacrée dans des conditions atroces par apparemment des chrétiens. C'est une grande philosophe, elle est mathématicienne, c'est une figure rayonnante de la fin de l'Antiquité. Et pourtant, elle est massacrée. De ce massacre, elle se retrouve malheureusement découpée en morceaux, brûlée dans un temple, le temple d'Hermès. Ouais. C'est le bonheur. Hein. C'est juste du bonheur pour elle. Et on bascule dans le deuxième chapitre en 2018, à l'été, dans la boutique Hermès, du même nom, avec la statue du dieu. Et on retrouve un cadavre dans les mêmes conditions, brûlé, découpé. De là commence cette quête croisée entre le passé et le présent qui va aboutir à un moment donné à une révélation assez énorme qui impacte toute l'humanité. Alors quand on lit votre ouvrage, on pense un petit peu à des thrillers ésotériques et scientifiques comme Franck Tillier par exemple, ou encore Umberto Eco. Ce sont vos maîtres à penser? Absolument, Franck Tillier, c'est l'un des grands auteurs que j'admire, point de vue évidemment. L'habitué de notre émission. J'en doute pas, il le mérite bien. Et puis évidemment, oui, Umberto Eco, Le nom de la rose, parce que les aspects historiques, et notamment les aspects approches du livre, la religion, sont également réellement au cœur de ce roman. Pour l'écrire, vous êtes appuyé notamment sur des conseils de spécialistes? Oui, j'ai essayé de faire une vraie enquête de journaliste et j'ai voulu finalement que ce livre soit aussi remarqué pour le réalisme à tous les points de vue, aussi bien dans l'histoire, moi je suis historien de formation donc j'ai replongé dans des archives, et aussi dans le présent à travers tous les corps, les pros, les spécialistes, et en particulier des médecins, des chercheurs, des policiers, la police technique et scientifique qui m'a ouvert ses portes. Mais par exemple, puisque il faut le dire, Philippe, vous êtes là. C'était pas prévu, oui. C'était pas prévu et c'est une heureuse rencontre. Vous m'avez aidé par exemple sur le 4e chapitre qui est une autopsie très particulière. J'avais besoin d'un anthropologiste, un anthropologue légal qui était capable de m'expliquer ce qui se passait. Et j'ai fait la même chose dans tous les corps de métier, ce qui donne probablement cet aspect hyper réaliste à toutes les scènes. Alors moi c'était un film, mais par contre quelqu'un qui vous a beaucoup inspiré, c'est Axel Kahn. On va juste revenir un tout petit peu sur votre parcours. Axel Kahn, qui est à l'origine de vos premiers ouvrages scientifiques, lui est une vraie source d'inspiration. Axel, c'est un mentor pour moi. Axel Kahn, grand généticien, spécialiste de réflexion éthique, devenu depuis un philosophe comme son père, dont il parle beaucoup, qui a fait un petit peu de politique, qui s'intéresse à tout, c'est un touche-à-tout. Et Axel, dès le départ, il y a 20 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas, je lui ai proposé d'écrire un livre sur le clonage humain, qui a eu un joli destin. Et depuis ce moment-là, on ne s'est jamais vraiment quitté des yeux et du regard et de l'âme. Et on travaille régulièrement ensemble sur des livres, des films. Et effectivement, Axel m'a mis le pied à l'étrier d'un domaine qui n'était pas le mien, puisque je suis littéraire, qui était celui de la biologie, de la recherche médicale. Et depuis, je me suis passionné pour ces sujets. Et j'ai voulu, en quelque sorte, à travers ce roman, m'amuser un peu, offrir un divertissement. C'est avant tout un divertissement, c'est un vrai thriller, en utilisant toutes ces incroyables histoires scientifiques qu'on a croisées avec Axel à travers nos livres. Et j'ai essayé finalement de les mettre en scène dans une histoire absolument abracadabrantesque, comme on dit. Et il y a des choses absolument étonnantes. On va regarder une illustration franchement étonnante sur la proximité d'éléments très éloignés dans le temps. Si on peut voir l'image du caducée de l'hélice d'ADN, est-ce qu'on l'a? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Parce que c'est quand même incroyable cette image. Oui, et comme tout dans le roman, tout est vrai. C'est-à-dire que les décors, les symboles, tout est exact. Et là, vous voyez le caducée, effectivement, de la médecine, qui est un des symboles de la médecine. Vous voyez l'escalier que Léonard de Vinci a conçu au château de Chambord, et à côté, la fameuse double hélice d'ADN qui porte le support de l'information génétique. Et dans les trois cas, c'est la même structure en double hélice qui se croise. Ce sont des faits avérés, et on découvre dans mon roman pourquoi et comment ils sont liés. Alors, il y a aussi d'autres notions qui s'imbriquent au-delà de cette génétique fondamentale. C'est les notions de parthénogénèse. Alors, un terme évidemment qui nous parle comme biologiste. Dites-nous ce que c'est et comment ça s'implique dans votre roman. Parce que ça s'imbrique aussi avec la PMA d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que j'ai voulu lier tout ça à l'actualité, à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Comment faire des enfants aujourd'hui? Comment peut-on faire des bébés sur mesure, qui est une vraie question, grâce à la génétique, en modifiant parfois les embryons. Et j'ai voulu aller un petit peu plus loin, puisque depuis 20 ans, avec Axel et d'autres, je m'intéresse à ces questions de génétique et de biologie. Et j'ai essayé
d'essayer de comprendre si des femmes pouvaient éventuellement faire des bébés toutes seules. Ça fait partie de l'ensemble des questions scientifiques qu'on aborde au fil de ce sujet et qui vont peut-être offrir aux femmes une certaine possibilité de prendre une revanche après 2000 ou 3000 ans d'un certain joug dont nous sommes des représentants. C'est un livre assez féministe. Hein. Oui, je dois l'assumer parce que je suis féministe, comme on peut l'être en tant qu'homme, mais je pense que je le suis réellement. J'ai voulu rendre hommage à des figures vraies de l'Antiquité jusqu'à nos jours qui sont passées inaperçues parce qu'on les a tuées, parce qu'on les a minorées. Je pense à Hypatie d'Alexandrie, mais je pense aussi à Émilie du Châtelet, la compagne de Voltaire, qui a traduit Newton, qui était un génie. Rosalind Franklin, qui est la vraie découvreuse de la double hélice d'ADN. Et à travers ces figures... Elle a reçu le prix Nobel, elle. Exactement. Bon, elle est décédée avant qu'il soit... Mais elle l'aurait, évidemment... Elle n'était même pas évoquée. Non, elle ne l'aurait jamais eu. Vous avez parfaitement raison, Maria. Et ça n'est pas la seule... Ça, voilà, c'est le décor qui se... Non, c'est l'âme d'Hypatie Ah d'accord, c'est ça, d'accord. Ok, je vais peut-être partir. Et donc, effectivement, à travers ces figures, j'ai voulu rendre hommage à toutes les femmes, et notamment à celles qui ont contribué à bâtir la connaissance scientifique, médicale et un peu ésotérique. Votre livre, c'est aussi une réflexion d'histoire des sciences et sur l'avenir. Vers quoi tend la science? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous offrir de bien et de mal? Oui, parce que quand on est journaliste scientifique et qu'on s'intéresse comme littéraire à ce que la science nous propose, on essaie toujours de le relier à notre société, à notre propre devenir. C'est peut-être un peu facile, mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'avancer et surtout de se poser les bonnes questions. C'est ce qu'on appelle l'éthique. Doit-on le faire? Comment le faire? Et pourquoi le faire? Et j'ai voulu en quelque sorte réutiliser ces années de réflexion avec Axel Kahn et d'autres sur ce qu'apporte la science, des outils qui peuvent se retourner contre nous, devenir des sortes d'armes. Évidemment que la tension éthique, comme on dit, est très fragile. Et quelque part, j'imagine un scénario qui serait celui qui pourrait arriver si ces outils à disposition ne tombaient pas en de bonnes mains. Merci beaucoup. Voilà, c'est effectivement un thriller, mais on apprend plein de choses. Merci beaucoup, Fabrice Papillon. Merci à vous. Le dernier hiver, c'est paru chez Belfond. Dans Allo Docteur.